Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, négociations réclamées par l'opposition burundaise. Les élections communales ont été repoussées au 29 juin. Mais pour l'opposition, le président Pierre Nkurunziza doit entamer les pourparlers immédiatement sous peine de boycott. Des pourparlers politiques également en Guinée. La suspension des activités de la commission électorale a été annoncée. Le ministre de la Justice a lancé une invitation aux différents partis d'opposition pour le 16 juin. Au Bénin, l'art de la vannerie, longtemps peu considéré, refait progressivement surface. Cette tradition ancestrale s'est adaptée au monde contemporain. La ronce travaillée pour en faire des paniers est aujourd'hui utilisée pour fabriquer de plus gros objets du quotidien. La pression monte à Bujumbura, capitale du Burundi. Le calendrier des élections a été validé par décret présidentiel. Les propositions de la Commission électorale nationale indépendante ont été acceptées et les élections fixées au 29 juin pour les législatives. L'opposition appelle, cela dit, au boycott s'il n'y a pas de dialogue en amont, comme nous l'explique Lizelsi Akizimana. Les élections législatives vont-elles avoir lieu le 29 juin? C'est la grande question que se posent en ce moment les Burundais. L'opposition radicale a appelé mercredi à un boycott généralisé des élections si le gouvernement n'ouvre pas un dialogue immédiat. Dans les conditions actuelles, lorsqu'il n'y a pas de médias, lorsqu'il n'y a pas d'observateurs, lorsque le climat sécuritaire n'est pas au beau fixe, au point que l'opposition ne soit même pas capable de faire campagne. Lorsque on voit toute cette traque qui se fait, toute cette répression contre les manifestants, comment est-ce qu'on peut penser à une élection démocratique? L'unilatéralisme du pouvoir dans les décisions, notamment par rapport au calendrier, sans que l'on ait abordé les questions qui sont les plus sensibles et qui ont une incidence sur ces élections-là, nous trouvons que c'est la va-vite qui ne peut pas vraiment aider le processus démocratique à s'épanouir dans ce pays. Dans le nouveau calendrier, les élections des conseillers et des députés ont été fixées au 29 juin, la présidentielle au 15 juillet, tandis que celles des sénateurs auront lieu le 24 juillet. Le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, continue de faire campagne malgré les manifestations à Bujumbura et dans certaines provinces du pays. La détermination du président Nkurunziza est telle que les élections peuvent se passer, mais compte tenu des sommets qui se passent, notamment le sommet en Afrique du Sud et de l'Union africaine, il pourrait y avoir beaucoup de pression pour que ça soit reporté et éventuellement il est très très difficile d'éviter une période de transition au Burundi et c'est dommage pour le président Nkurunziza, c'est bien pour l'opposition, mais en même temps si vraiment c'est une période de transition qui est très bien préparée et dirigée par quelqu'un qui est neutre. Alors que le gouvernement confirme que tout est réuni pour une élection paisible et transparente, la communauté internationale reste préoccupée par la situation au Burundi. La crise politique burundaise figure en effet à l'ordre du jour des travaux du sommet de l'Union africaine qui se tient depuis le 11 juin à Johannesburg, en Afrique du Sud. Le dialogue politique pourrait être imminent en Guinée. Le ministre de la Justice, par ailleurs président du comité du dialogue interguinéen, a adressé un courrier aux partis d'opposition. La lettre invite les opposants au régime du président Alpha Condé autour de la table de négociation le mardi 16 juin. Les précisions d'Emmanuel Milimono. Le dialogue interguinéen prévu le 16 juin va-t-il aboutir à une sortie de crise? Le gouvernement guinéen vient de répondre à l'une des principales revendications des partis d'opposition. Le ministre d'État chargé de la justice a adressé des courriers aux différents camps politiques, les invitant à l'ouverture du dialogue politique le mardi. Dans cette correspondance, le président du comité de dialogue interguinéen mentionne avoir demandé à la Commission électorale nationale indépendante de suspendre ses activités liées aux élections communales prévues en 2016. Nous avons posé deux préalables qui ne mettaient même pas. C'était des conditions préparatoires tout à fait naturelles. Lorsqu'on veut aller à un dialogue, le minimum c'est de suspendre l'évolution de l'objet du dialogue, c'est-à-dire en l'occurrence le processus électoral et les différentes activités qu'on est en train de mettre en œuvre au niveau de la CENI pour aller dans le cadre d'un calendrier que nous avons décrié. Donc le minimum c'est donc d'arrêter tout pour qu'on puisse en discuter pour 3 ou 4 jours, une semaine ou plus, de manière d'arriver à un consensus. Pour les partis d'opposition, cette annonce répond à un des points soulevés comme préalable à l'ouverture d'un dialogue. Le plus important, selon les leaders politiques, reste encore l'annulation pure et simple du chronogramme électoral.
Elle prévoit une rencontre pour statuer sur cette nouvelle avancée dans le climat politique et étudier la suite à donner au courrier du ministre de la Justice. Ceci répond partiellement à un des préalables que nous avons évoqués pour arriver à ce dialogue. Le deuxième préalable concerne en fait l'annulation pure et simple du calendrier électoral renvoyant les élections communales à l'année 2016. Cette condition n'est pas encore remplie, donc l'opposition va se retrouver pour décider de la suite à donner à ce courrier. Est-ce que nous allons faire l'impasse sur ce second préalable qui est pourtant très important? Est-ce que nous allons quand même aller au dialogue, mais nous allons en débattre? La mouvance présidentielle guinéenne et les partis d'opposition sont à couteau tiré depuis l'annonce du chronogramme électoral pour les élections à venir et de manière générale par rapport à l'ensemble du processus électoral. Ce chronogramme fixe l'élection présidentielle au 11 octobre prochain et les élections communales et communautaires pour 2016. Un calendrier qui ne convient pas à l'opposition. Au Bénin, les métiers autour de la vannerie connaissent un développement croissant ces dernières années. À l'heure actuelle, la vannerie ne concerne plus les objets de petite taille. Elle s'applique désormais aux meubles, au grand bonheur des artisans qui en tirent profit. Un reportage de notre correspondant au Bénin, Lefty Ounou. La conception des meubles artisanaux à travers la vannerie valorise les artisans. La vannerie, un métier autrefois très peu considéré par le public, se laisse découvrir. Les meubles issus de cette technique artisanale traditionnelle intéressent de plus en plus de personnes et sont devenus générateurs de revenus pour les artisans. Sans vous mentir, aujourd'hui, ça a commencé par marcher plus que les meubles en bois. Surtout, nos meubles sont des meubles moins encombrants. C'est très léger. On peut changer la couleur plusieurs fois. 3, 4 fois même, tu peux changer la couleur d'un meuble. Ces meubles artisanaux sont commercialisés sur place et parfois exportés. Les modèles conçus et exposés séduisent plus d'une personne. Ces meubles-là, non seulement ne donnent pas la chaleur, comme d'autres que nous connaissons, deuxièmement, qui durent 10 ans, 15 ans si vous les entretenez correctement. Donc, non seulement économique, parce que je mets, mais social, parce que je mets ces artisans ouvriers béninois, togolais, tout ça, africains au travail. Présents sur presque toutes les artères de la ville de Cotonou, les ateliers de vannerie s'imposent de plus en plus au public avec à l'appui une main-d'œuvre abondante. Patrons et ouvriers en tirent désormais profit. En faisant ça, tu peux trouver l'argent pour nourrir ta petite famille, ta femme, les enfants, toi-même. Et tout ce que tu as dans ton idée, tu peux construire. Tu peux payer terrain avec ça, avec ton argent, puis rester dans ça. C'est un métier qu'on trouve l'argent dedans. Les vanniers ne produisent pas que des meubles, mais aussi d'autres produits pour s'adapter à l'évolution du marché. Au Bénin, l'artisanat contribue à hauteur de 11% au produit intérieur brut. En Afrique du Sud, le safari de chasse attire de nombreux touristes et génère annuellement des milliards de rentes à l'économie nationale. La création d'emplois est elle aussi non négligeable. Mais pour les défenseurs de l'environnement, cette activité reste néfaste pour la faune et pour le braconnage. Emmanuel Minimono. La chasse sportive rapporte environ 10 milliards de rentes chaque année à l'Afrique du Sud. À travers des visites guidées spéciales, les visiteurs traquent les animaux à l'état sauvage, les abattent avant de les ramener comme trophées de chasse. Les animaux convoités sont les lions, les léopards, les éléphants et les rhinocéros. Dans la réserve du Wamanzi, par exemple, les touristes sont guidés par des professionnels moyennant des sommes allant de 500 à 4 000 $ américains. Pour les éléphants, lions et léopards, un prix spécial est appliqué sur demande. Nous avons trouvé un troupeau de mâles impala. Le vent a tourné en notre faveur. Nous l'avons pourchassé et nous avons été en mesure de nous rapprocher d'eux. J'ai réussi à faire de sorte que le chasseur lui tire dessus. C'est un jeune mâle d'environ 2 ans. Cette activité ne manque pas cependant d'attirer les critiques des défenseurs des animaux partout dans le monde. Mais les revenus qu'elle génère prennent toujours le dessus. En 2014, par exemple, l'industrie sud-africaine de la chasse valait 765 millions de $, soit près de 10 milliards de rentes. L'exploitation du gibier participe à la création d'emplois avec près de 100 000 emplois.
Selon les organisations de préservation de la faune, la chasse aggrave une situation déjà précaire des animaux à cause du braconnage. Il y a une plus grande prise de conscience aujourd'hui et des voix se sont élevées dans le monde pour dire stop. L'Australie, par exemple, a interdit l'importation de tous les trophées de chasse de lions, ce qui constitue une décision importante. Et nous travaillons pour faire en sorte que le reste du monde suive cet exemple qui mettra effectivement fin à toute l'industrie de la chasse. Des pays comme la Tanzanie, le Kenya mènent également la même activité mais à un degré moins important que celui de l'Afrique du Sud. Certaines populations d'animaux sauvages connaissent une baisse spectaculaire depuis des décennies à cause du braconnage, la perte de l'habitat et de la réduction de certaines espèces dont les prédateurs se nourrissent. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. À retrouver dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.